je m'appelle Diane Vasseur. J'ai 32 ans. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans à quoi ressemblait le succès, je n'aurais pas parlé de yacht, de pantoufles ou de sac à main de créateur. Pour moi, le succès, c'était une petite maison avec un parquet en bois qui craque, une cuisine assez grande pour une machine à café flambant neuve pas une d'occasion et une porte d'entrée dont personne d'autre n'avait la clé. C'était tout. Alors, à 22 ans, j'ai ouvert un plan d'épargne avec le genre de vénération que la plupart des gens réservent aux reliques religieuses. Je me souviens encore du banquier qui me souriait comme si je venais d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. C'était peut-être le cas, car au cours de la décennie suivante, j'ai fait quelque chose que ma famille considérait presque comme une insulte. J'ai dit non. Non aux vacances. Non au prêt rapide. Non au dîner où mon frère aîné, Adrien Vasseur, se penchait en arrière sur sa chaise et disait « dis, tu peux régler ça ?» Les fonds de ma start-up sont gelés pour l'instant. Traduction de fonds gelés, il avait encore flambé l'argent des investisseurs. J'ai regardé mes amis partir en voyage en Grèce, acheter des appartements, organiser des fiançailles sur des toits terrasses avec des guirlandes lumineuses et des pyramides de champagne. Pendant ce temps, je découpais des bons de réduction. J'ai appris exactement combien de repas on pouvait tirer d'un paquet de riz et de brocolis surgelés. Chaque euro économisé était un pas de plus vers la liberté. Et chaque réunion de famille était un rappel que ma liberté était apparemment le fond d'urgence de tout le monde. Ma mère ne manquait jamais une occasion de remuer le couteau dans la plaie. « Tu sais, Diane, disait-elle doucement, c'est merveilleux que tu sois si disciplinée, mais l'argent est fait pour être partagé. Dans cette famille, on s'entraide. On s'entraide. » Ce qui signifiait toujours que j'aidais Adrien. Adrien avec ses idées brillantes et son incapacité à garder un emploi plus longtemps qu'un stage d'été. Adrien qui m'a dit un jour que la stabilité financière était un défaut de personnalité. « Tu es trop coincé », riait-il. « La vie n'est pas faite pour être calculée. » Peut-être pas. Mais la faillite ne figurait pas non plus sur ma liste de souhaits. J'ai appris à sourire malgré tout. J'ai appris à les laisser penser que j'étais l'ennuyeuse, la fiable, le distributeur automatique avec un cœur qui bat. Chaque soir, je me connectais à mon compte bancaire et je regardais les chiffres grimper. 50 000 euros. 100 000 euros. 150 000 euros. 200 000 euros. 243 814 euros. Quand j'ai franchi la barre des 200 000 euros, je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai ressenti du soulagement. L'argent n'était pas juste de l'argent. C'était la preuve que je pouvais choisir ma propre vie. Peu importe combien de fois mon père levait les yeux au ciel en me traitant d'obsédé, peu importe combien de leçons de morale je subissais sur la loyauté et les obligations familiales, j'avais construit quelque chose qui m'appartenait. Et je ne le réalisais pas à l'époque, mais cela les terrifiait. Le premier signe d'avertissement est arrivé déguisé en conversation banale. « Comment gères-tu tout cet argent, Diane ?» a demandé ma mère un soir. J'étais assise sur mon canapé, mon ordinateur portable ouvert sur une annonce immobilière que j'étais presque prête à visiter. « Ça va bien ?» ai-je dit, essayant de ne pas paraître trop fière. Je pense commencer sérieusement à chercher un bien d'ici la fin de l'année. Une pause, un léger fredonnement. « Es-tu sûr que c'est sage ? Les marchés peuvent se retourner. Tu ne veux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. » J'aurais dû le reconnaître à ce moment-là, ce ton, la graine du doute, l'adoucissement avant la demande. Mais je voulais croire qu'elle était juste inquiète. Le deuxième signe est venu à 23h45 un mardi. Adrien. Diane. Écoute, dit-il, la voix chargée d'urgence. J'ai fait des projections. J'ai juste besoin d'un pont financier à court terme, pas un prêt, plutôt un partenariat. Nous y voilà. Puisque tu es si doué avec tes finances. Il faisait passer ça pour une collaboration. Visionnaire. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'économisais pour quelque chose d'important. Il a soupiré théâtralement. Mon Dieu, tu es tellement obsédé par l'accumulation. C'est franchement triste. Puis il a raccroché. Je suis restée assise dans le noir, l'écran de l'ordinateur illuminant le chiffre sur mon compte, et j'ai senti quelque chose bouger, une fissure. Mais je croyais encore qu'il y avait une ligne qu'il ne franchirait pas. J'avais tort. Un samedi après-midi, je me suis connecté pour virer de l'argent sur mon épargne. L'écran de connexion avait changé.
De nouvelles questions de sécurité, une nouvelle adresse email de secours que je n'avais jamais vue. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai eu l'impression que le sol se dérobait. J'ai réinitialisé le mot de passe, les mains tremblantes. J'ai appelé la banque. 37 minutes d'attente. Oui, a dit le représentant calmement. Il semble qu'un nouveau mandataire ait été ajouté la semaine dernière. Quel nom, ai-je demandé, ma voix à peine stable. Un monsieur Thomas Vasseur, votre père. Je ne me souviens pas avoir respiré après ça. J'ai exigé sa suppression, changé tous les mots de passe, demandé que les relevés papier soient envoyés à mon appartement car je ne faisais plus confiance à rien de numérique. 2 semaines plus tard, je me suis reconnecté. Solde, 7129 €. C'était tout. De près d'un quart de million à quelque chose qui ne couvrirait même pas mon loyer très longtemps. Au début, j'ai cru que c'était un bug. J'ai actualisé la page jusqu'à ce que mes doigts se crispent. Ce n'était pas un bug. Le virement a été effectué par le mandataire autorisé, a expliqué le banquier sur le même ton détaché. Cela semble être une consolidation d'actifs. Des actifs. C'était ma vie. Je suis resté assise là, regardant la lumière du soleil ramper sur le sol de mon salon, peignant un rectangle de lumière qui ressemblait à une porte que je ne franchirais plus jamais. Voilà à quoi ressemble la trahison. Pas une dispute dramatique, pas de cris, juste un chiffre sur un écran, plus petit qu'il ne l'était hier. Je n'ai pas appelé avant de venir. Si je l'avais fait, ils auraient répété leurs excuses. J'ai conduit directement chez eux. Le même pavillon de banlieue banale avec des volets qui n'avaient pas été repeints depuis des années. Je n'ai pas frappé. J'ai ouvert la porte assez fort pour la faire trembler. Mon père a levé les yeux de son fauteuil inclinable. « Diane, tu aurais pu appeler. »« Où est-il » ai-je demandé, ma voix si calme qu'elle m'a fait peur. « Où est quoi » a-t-il traîné. « Mon argent. » Adrien est apparu dans le couloir, se grattant la nuque. « Oh, c'est à propos de ça. » Ma mère planait derrière lui, serrant son gilet. « Ne sois pas dramatique » a-t-elle soupiré. « C'est l'argent de la famille. » L'argent de la famille. Comme si je n'avais pas sauté les vacances. Comme si je n'avais pas sacrifié mes soirées, comme si je ne l'avais pas construit euro par euro. Mon père s'est penché en arrière, avec un sourire en coin. « Tu devrais nous remercier » a-t-il dit. « Ton argent a assuré l'avenir de ton frère. » J'ai cligné des yeux. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. « Pensais-tu vraiment » a-t-il continué, « point que tu pourrais amasser tout ça et qu'on resterait assis sans rien faire ? Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. » Nous y étions. Pas de l'amour. Du droit. J'ai regardé autour du salon. Des photos encadrées d'Adrien à chaque étape de sa vie. Aucune de moi. Et quelque chose en moi a finalement craqué. J'ai ri. Ce n'était pas de l'humour. C'était de l'incrédulité. C'était le bruit de quelque chose qui se brise. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, ai-je dit. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas une plainte. C'était une promesse. Puis je me suis retourné et je suis sorti dans l'air froid de l'automne. Je n'ai pas regardé en arrière parce que si je l'avais fait, j'aurais peut-être été encore la fille responsable, et j'en avais fini d'être leur filet de sécurité. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à ce que le tremblement de mes mains s'atténue en quelque chose de plus lourd, de plus froid. Quand je me suis enfin arrêté, j'étais garé devant une station-service sur la Nationale 7. Une enseigne au néon clignotant, une odeur de café rassis flottant à travers la fenêtre entr'ouverte. Je suis resté là à fixer le vide, repassant la voix de mon père en boucle. « Tu devrais nous remercier. » Mon téléphone a vibré. « Étienne, ça va ?» J'ai fixé le message plus longtemps que prévu. Étienne Collet était la seule personne à qui j'avais dit les vrais chiffres. Le seul qui n'avait jamais traité mes économies comme une ressource commune. Il ne s'était jamais moqué de ma discipline, ne m'avait jamais fait sentir petite pour avoir voulu quelque chose de simple. J'ai répondu « Non, je peux passer ?» Sa réponse est arrivée instantanément. Toujours. Quand Étienne a ouvert la porte de son appartement, il n'a pas posé de questions. Il m'a juste attiré contre lui, ses bras fermes et stables.
Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais retenu jusqu'à ce que je sente tout se défaire contre sa poitrine. Je suis tellement désolé, a-t-il chuchoté. Et pendant un instant, je me suis laissé tout ressentir. L'humiliation, la rage, la douleur sourde de 10 ans qui se dissolvent en une nuit. Mais en dessous, autre chose. De la détermination. Après ma douche, Étienne était assis en tailleur sur le sol, ordinateur portable ouvert, bloc-notes à côté de lui. « Explique-moi tout », a-t-il dit doucement. Chaque connexion, chaque date, chaque changement. Nous avons transformé son salon en centre de commandement. Relevés bancaires, capture d'écran, journaux de sécurité. Au début, c'était juste ce virement unique, celui qui avait vidé mon compte. Mais ensuite, nous avons remarqué autre chose. Des sociétés écrans, 3 d'entre elles. Stonebridge Consulting, Apex Synergy, Horizon Stratégie. Des noms génériques, oubliables. Chacune enregistrée à la même boîte postale dans un centre commercial 2 villes plus loin. Le contact principal listé était Thomas Vasseur, mon père. Le nom d'Adrien apparaissait aussi sur une demi-douzaine de factures marquées frais de consultation. Plus on creusait, pire c'était. Il y avait des documents de prêt, des lignes de crédit, des demandes que je n'avais jamais remplies. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, ma signature falsifiée, bâclée, inégale. Ils n'ont pas seulement volé ton argent, a dit Étienne, la voix serrée. Ils ont volé ton identité. La pièce semblait plus petite. Toutes ces années où je croyais que la discipline me protégerait. Toutes ces soirées où j'avais sauté le dîner au restaurant pour déposer 500 € de plus. Et ils avaient tranquillement posé les bases pour m'utiliser comme garantie. Je vais être ruiné, ai-je chuchoté. Étienne a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Non, a-t-il dit fermement. Tu ne le seras pas. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas un doute sur moi, mais sur l'ampleur de ce que nous découvrions. Parce que ce n'était pas un drame familial. C'était une escroquerie en bande organisée. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin à tout cataloguer. Capture d'écran des virements, PDF des documents falsifiés, un tableau reliant les sociétés écrans au versement de prêts. À l'aube, Étienne a fait un café assez fort pour décaper la peinture. Et quelque part entre la 3e et la 4e tasse, quelque chose en moi a changé. La panique chaude et frénétique s'est consumée. Ce qui restait était plus froid, plus propre, stratégique. Ils pensaient m'avoir dépouillé. Ils pensaient que je reviendrais vers eux en rampant, désespéré, s'excusant, reconnaissante pour des miettes. Ils m'avaient sous-estimé. Parce qu'il y avait une chose que je n'avais dite à personne, pas même à Étienne. 2 mois avant tout ça, j'étais devenue nerveuse. L'économie commençait à vaciller. Mes parents posaient trop de questions. Adrien était devenu étrangement curieux de mes liquidités. Quelque chose dans mes tripes a chuchoté, déplace-le. Alors, je l'ai fait. J'ai ouvert un 2e compte dans une petite banque mutualiste 2 départements plus loin. Pas de portail en ligne, pas d'accès numérique, juste un livret et ma signature sur dossier. Et j'ai transféré presque tout. 240 000 €. J'ai laissé environ 10 000 € sur le compte principal, un leurre. Assez pour avoir l'air convaincant. Quand mon père a vidé mes économies, il n'avait pas volé mon avenir. Il avait volé l'appât. Étienne m'a fixé quand je lui ai enfin dit. « Tu l'as déplacé ?» a-t-il dit lentement. J'ai hoché la tête. Presque tout. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai vu quelque chose ressemblant à de l'admiration briller dans ses yeux. « Diane Vasseur » a-t-il soufflé. « Tu es terrifiante. » Mais voici la partie qui faisait trembler mes mains. Quand nous avons recoupé les dates, nous avons réalisé quelque chose. Le jour où ils ont vidé mon compte leur s'alignait parfaitement avec le mouvement de fonds à travers ces sociétés écrans. Des fonds qui avaient été liés à des prêts frauduleux contractés en mon nom. Dans leur précipitation pour saisir ce qu'ils pensaient être les économies de toute ma vie, ils avaient siphonné leur propre argent blanchi à travers des comptes traçables jusqu'à mon identité. Ils n'ont pas seulement volé, ils ont laissé des empreintes partout. Ils ont volé leur propre piège, ai-je chuchoté. Étienne s'est reculé lentement. Ce n'est plus une question d'économie. Non, ça ne l'était pas. C'était un réseau de fraude. Usurpation d'identité, virements bancaires illicites,
blanchiment d'argent, et j'avais la trace écrite. Nous avons tout imprimé. Des centaines de pages, étiquetées, classées, référencées. Au lever du soleil, nous avons conduit jusqu'au bureau de la police judiciaire le plus proche. Le bâtiment ressemblait exactement à ce qu'on imagine. Des murs gris, une moquette feutrée, un silence qui semblait lourd. L'agent d'accueil a haussé un sourcil quand j'ai posé la boîte. Je voudrais signaler une usurpation d'identité à grande échelle et une fraude financière, ai-je dit. Les principaux suspects sont mes parents. Elle n'a pas scié. 1 heure plus tard, nous étions dans une petite salle de conférence avec un officier qui avait l'air d'avoir vu toutes les versions de la trahison que l'humanité pouvait offrir. Racontez-moi tout, a-t-il dit. Alors, je l'ai fait. Chaque document falsifié, chaque virement non autorisé, chaque société écran. Quand j'ai fini, la pièce était silencieuse. Ce n'est pas un litige familial, a-t-il dit finalement. C'est une escroquerie criminelle majeure. Je sais, ai-je répondu. Et vous comprenez les conséquences. Je les comprenais. Cela allait tout brûler. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de pardon silencieux, pas de fête de fin d'année à prétendre que rien de tout cela n'était arrivé. J'ai hoché la tête. Si vous ne les arrêtez pas, ai-je dit doucement, ils recommenceront. Il m'a étudié pendant un long moment. Puis il a dit les mots qui ont finalement dénoué ma poitrine. On s'en occupe. 3 semaines plus tard, un jeudi matin pluvieux, 3 voitures banalisées se sont arrêtées devant la maison de mes parents. Étienne regardait depuis l'autre côté de la rue. Quand il m'a appelé, sa voix était basse. Il les arrête. Les deux, ai-je demandé. Les deux. J'ai fermé les yeux. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais fini. Mais ce n'était pas fini, car les retombées ne faisaient que commencer. Il n'y a pas eu d'explosion dramatique, pas de voisins hurlants, pas de menottes au ralenti, juste de la pluie. Une pluie grise et constante détrempant la pelouse pendant que 2 agents fédéraux escortaient mes parents en bas des marches de la maison où j'avais grandi. Étienne me l'a décrit au téléphone. Ton père essaie de leur faire la leçon, a-t-il dit doucement, comme s'il expliquait une niche fiscale. Et ma mère, ai-je demandé. Elle pleure, mais pas le genre de pleurs qui disent qu'elle est désolée. Bien sûr que non. Je n'y suis pas allé. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vu leur visage le jour où je les avais confrontés. Le sourire en coin, le sentiment de droit divin, la certitude que je plierais. Au lieu de cela, je me suis assise dans l'appartement d'Étienne, les mains enroulées autour d'une tasse dans laquelle je n'avais pas bu, écoutant la pluie taper contre la fenêtre. Pendant 10 ans, je m'étais plié en 4 pour devenir quelqu'un d'assez petit pour maintenir la paix. Maintenant, il n'y avait plus de paix à maintenir. Les accusations officielles sont tombées rapidement. Escroquerie, usurpation d'identité, blanchiment d'argent. Voir les noms de mes parents imprimés noir sur blanc semblait irréel, comme lire des choses sur des étrangers. Adrien a sans surprise refait surface dans les 48 heures. Il a posté une vidéo. Certaines personnes, a-t-il commencé, la voix chargée d'une fausse blessure, trahiraient leur propre famille pour de l'argent. De l'argent. L'ironie m'a presque fait rire. Il m'a dépeinte comme vindicative, ingrate, manipulatrice. Il a commodément oublié les signatures falsifiées, les sociétés écrans, les citations à comparaître avec son nom dessus. Des amis du lycée m'ont envoyé des messages prudents. La famille élargie s'est fracturée. Certains cousins ont envoyé des textos polis et tendus. Nous espérons que cela se réglera en privé. D'autres étaient moins subtils. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? J'ai fixé ce message pendant longtemps. Comment avais-je pu? Je n'ai pas répondu parce qu'Étienne avait raison sur une chose. Le silence peut être plus fort que la défense. Les dossiers judiciaires sont devenus publics en un mois. La presse s'en est emparée. Un couple local inculpé dans une affaire d'escroquerie familiale. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas cinématographique. C'était clinique, froid. L'indignation en ligne d'Adrien s'est estompée une fois que des copies des contrats de prêt falsifiés ont fait surface. Les faits sont difficiles à contester. Il a disparu des réseaux sociaux peu après. 2 mois après les arrestations, j'ai fait quelque chose dont je rêvais depuis mes 22 ans.
J'ai acheté une maison. Ce n'était pas grand, un modeste pavillon de style artisanal avec des lattes de parquet inégales et une boîte aux lettres tordues. Le jardin était envahi de pissenlits. Mais quand l'agent immobilier m'a remis les clés, mes mains étaient stables. Pas de culpabilité, pas d'excuses. Personne d'autre n'avait de clés. Je suis entré dans le salon vide et j'ai écouté le plancher craquer sous mes pieds. J'ai expiré le mot « maison ». Pas parce que quelqu'un me l'avait donné, pas parce que j'en avais hérité, mais parce que je m'étais battu pour elle. Les nuits étaient plus calmes que je ne l'espérais. La liberté n'est pas bruyante. Elle n'arrive pas avec des feux d'artifice. Elle arrive par petits moments presque ordinaires, cuisiner le dîner sans sursauter à cause de son téléphone, vérifier son compte bancaire sans anxiété, dormir sans attendre le prochain appel d'urgence. 6 mois plus tard, je déballais encore des cartons que j'avais eu trop peur d'ouvrir. De vieilles cartes d'anniversaire avec mon nom mal orthographié. Des lettres de mon père avec le mot « responsabilité » souligné comme une menace. Je ne les ai pas jetées. Je les ai mises dans un dossier, pas par amertume, mais par clarté. Ma thérapeute, une femme calme sentant l'amande poivrée nommée Dr Hélène, m'a demandé une fois si je regrettais d'avoir porté plainte. Je n'ai pas hésité. Non, ai-je dit. Je regrette de ne pas avoir tracé la ligne plus tôt. Parce que la vérité, c'est qu'il y a eu 100 moments où j'aurais pu dire « ça suffit ». Mais j'ai continué à croire que si je travaillais plus dur, économisais plus, me sacrifiais en silence, il finirait par me voir comme plus qu'une ressource. C'était le mensonge le plus dangereux de tous. Ma valeur n'a jamais été négociable. J'ai planté des tomates dans le jardin ce printemps-là, je les ai regardées pousser, têtues et rouges au soleil. Étienne venait tous les dimanches avec du pain frais et du vin bon marché. On s'asseyait sur les marches du porche pour parler de tout et de rien. Il ne m'a jamais fait sentir brisé une seule fois. Il n'a jamais fait sentir que mes limites étaient dramatiques. Et parfois, tard le soir, je me tenais à la fenêtre et je pensais à la fille que j'étais avant. Celle qui pensait que le sacrifice achèterait l'amour. Celle qui confondait manipulation et famille. J'ai fait son deuil. Mais elle ne me manquait pas, parce que la femme debout dans cette maison, dans ma maison, n'avait plus peur. Aux dernières nouvelles, mes parents attendaient leur condamnation. Adrien avait disparu dans un coin d'Internet qui tolérait encore ses délires. Et moi, j'étais exactement là où je voulais être depuis le début. Dans une petite maison au parquet qui craque, une machine à café flambant neuf bourdonnant dans la cuisine, et une porte d'entrée dont personne d'autre n'avait la clé. Ils pensaient avoir pris mon avenir, mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est me forcer à le revendiquer.